Chers amis, bonjour, parents, enseignants, ministres, tous ces gens qui sont si attentifs autour de l'enfance et des familles, je vous souhaite bien le bonjour. Alors, j'ai regardé hier soir mots croisés sur la famille. Alors, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, c'est moi qui suis à l'origine des nouvelles directives qui ont été prises au sein de l'éducation nationale. Alors, pour quelle raison le suis-je devenu? D'une part, parce que je suis un ancien échec scolaire. Donc c'est quelque chose que je connais très bien. Deuxièmement, parce que j'ai toujours entretenu avec le corps enseignant des relations extrêmement fortes. Tellement fortes que ma fille aînée est prof d'anglais. Ensuite, donc au sujet de cette émission hier soir, j'ai fait une liste des différents sujets que je dois aborder, donc ça va peut-être être un petit peu long. J'ai entendu Nadine Morano, on va essayer d'élever un peu le débat, mais enfin quand on parle de Nadine Morano, c'est un peu difficile, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Donc Nadine Morano reproche au gouvernement d'être intrusif au sein de l'éducation nationale. Alors effectivement, Vincent Peillon et le gouvernement comptent utiliser, entre autres, parce que c'est pas le seul moyen, entre autres, l'école, le collège, le lycée, la formation professionnelle, pour éventuellement essayer de corriger quelques petits défauts qui se trouvent au niveau des familles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pas famille homoparentale spécialement, non, la famille telle qu'elle est en vrai, c'est-à-dire un papa, une maman, des frères et sœurs, etc., etc. Le truc classique, quoi, vous voyez, le truc de base. Alors, je vais vous expliquer pour quelles raisons on a la prétention, justement, d'utiliser l'école pour essayer d'aider les familles. Moi, ma fille aînée, donc, est prof d'anglais. En tant que prof d'anglais, elle a des réunions parents, professeurs, chose qui est tout à fait classique et tout à fait normale. Alors, malheureusement, il faut savoir que quand on est enseignant et qu'on organise des réunions parents-élèves, souvent ce sont les parents des bons élèves qui viennent, et assez rarement, malheureusement, les parents des mauvais élèves, malheureusement parce que, ça arrive quelquefois qu'ils viennent, mais c'est quand même assez rare. Et pour quelles raisons ne viennent-ils pas? C'est parce que souvent, l'échec scolaire de l'enfant, pas toujours, mais assez souvent, l'échec scolaire de l'enfant est dû éventuellement à des défauts d'éducation des parents, quelquefois. Pas toujours, mais quelquefois ça arrive. Donc évidemment, comme ils se trouvent en difficulté par rapport à l'éducation de leurs enfants, ils se trouvent en défaut et ils se sentent coupables et du coup ils sont complètement démissionnaires par rapport à l'éducation de leur enfant. En général, ce comportement de démission ne se concrétise pas uniquement dans la relation, dans les résultats scolaires, mais il se concrétise aussi dans des comportements à risque, dans des attitudes qui sont vraiment problématique en dehors de l'école, c'est-à-dire sur le trajet, parmi les copains, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que, évidemment, ma fille Clémentine me raconte tout ça, d'accord? Donc, si vous voulez, par son intermédiaire, j'ai vraiment un retour très intéressant. Je tiens à préciser aussi que ma fille Clémentine est très appréciée, je pense, dans son travail, et qu'elle est sévère dans son travail, et qu'elle a des relations saines avec ses enfants. À ses enfants, pas ses enfants, lapsus révélateur, avec ses élèves. Avec ses élèves. Bon, bref, donc, je vais vous donner quelques exemples, tiens, par exemple. Lors d'une réunion, justement, c'était un élève qui était en échec scolaire, et il se trouve que les parents avaient, je serais tentée de dire, avaient eu le courage de venir à la réunion, parce que c'est vrai que c'est extrêmement difficile, quoi. C'est extrêmement difficile pour des parents à assumer quelquefois d'avoir un enfant qui pose problème. Moi, j'ai jamais connu ça, mais je comprends très bien que les parents puissent éprouver vraiment des difficultés. Et donc, la maman était complètement démissionnaire, quoi, complètement. Elle regarde ma fille, puis elle lui dit, écoutez, moi, il y a belle lurette que j'ai laissé tomber. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à ma place? Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit là. Ça, vous voyez, ça c'est un morceau de vécu. Voilà. Quand j'ai dit il y a quelque temps que les enseignants
étaient les premiers à prendre de plein fouet les difficultés rencontrées par les familles, ça n'est que la stricte vérité. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que l'éducation nationale, c'est effectivement un des moyens pour essayer d'aider les parents. Ça ne veut pas dire qu'on se substitue aux parents. Ça veut dire qu'on peut éventuellement essayer de proposer des choses pour pouvoir les aider. Voilà, ça c'est la première chose. C'est extrêmement important de comprendre ça, parce que les parents font du mieux qu'ils peuvent aussi, et je ne cherche absolument pas à blâmer les parents. On essaie d'être parent du mieux qu'on peut. C'est difficile d'être parent. C'est difficile d'être parent. Ce serait malhonnête de le cacher, parce que c'est vrai. On doit préparer, qu'est-ce que c'est que bien élever ses enfants? C'est bien d'essayer de leur transmettre certaines valeurs. Je suis tout à fait d'accord, je suis la première évidemment à revendiquer ça. Le problème, c'est que ça n'est pas si simple que ça. Et alors, moi évidemment, ma fille aînée venant me raconter ça, j'étais extrêmement songeuse par rapport à ça, parce qu'elle, elle est pas en position de désarroi, mais elle me dit, mais enfin maman, ça n'est pas à nous enseignants de pallier les carences des familles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et donc, j'ai dit à Clémentine, je lui dis, écoute, c'est très simple, je lui dis, tu dois surtout pas, parce que je lui dis, à partir du moment où une maman te dit ça, je lui dis, tu dois surtout pas la laisser sans réponse. Je lui dis, il faut que tu lui donnes un numéro de téléphone, d'un psy, d'un conseiller parental, de quelque chose qui puisse lui venir en aide, parce que cette femme-là est envoyée un SOS quand même. Je dis, donc tu dois faire avec, tu dois proposer quelque chose. Donc voilà. Ça, c'est la réalité, vous voyez, ça, c'est le terrain, vraiment, quoi. Bon, alors, autre chose, un autre cas qui lui est arrivé aussi. J'ai dit dans une vidéo, hier ou avant-hier, que les enseignants étaient complémentaires des parents au niveau référence. Je veux dire par là que quand un enfant, par exemple, a un souci au sein de sa famille, quel que soit le type de souci, c'est pas nécessairement une séparation ou quoi que ce soit, mais il arrive en tant que parent, parce qu'on a des tuiles qui nous arrivent sur le coin de la tronche, qu'on ne soit pas suffisamment à l'écoute de nos enfants, parce qu'on peut pas être partout et qu'on n'est pas parfait. Et c'est tout à fait légitime. Moi, je sais ce que c'est. Je veux dire, quand j'ai pété les plombs, mes filles avaient l'habitude que je sois solide comme le roc. Quand j'ai pété les plombs, j'étais vraiment le néant absolu, quoi. Et mes filles étaient complètement paumées. Et tout le monde était complètement paumé. Et ça peut arriver à n'importe qui. Bon. Et donc, quand je dis ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui explique que en primaire et en maternelle, par exemple, il arrive extrêmement souvent que des parents, que des institutrices soient appelées maman, et le gamin s'en rend même pas compte, et puis l'institutrice elle sourit, et puis voilà, quoi. Je veux dire, quel instituteur en primaire ou en maternelle n'a jamais été appelé maman? Soyez honnête un peu, hein, d'accord? Bon. Alors donc, pour en revenir à cette histoire-là, ce qui se passe en fait, c'est que Clémentine donc avait une adolescente en cours, en collège, je ne sais plus quel âge elle pouvait avoir. C'était une gamine qui était extrêmement intelligente. Mais il se trouve qu'elle venait vraiment d'une famille qui, elle, allait vraiment très très mal. C'est-à-dire que la maman vivait seule et passait son temps à avoir des aventures avec tout un tas de mecs. Enfin vraiment le truc... vraiment néfaste pour la gamine, quoi, vraiment. Et malheureusement, c'est que la gamine prenait exactement le même penchant, quoi. Je veux dire, elle avait 13-14 ans, quelque chose comme ça, et c'était une vraie catastrophe, quoi, vraiment. Et Clémentine, elle percevait, elle avait un très très bon feeling avec elle, et elle percevait très bien ce qui se passait, quoi, vraiment. Et un jour, elle n'a pas pu se retenir, et elle a dit à la gamine, mais... je sais plus dans quel contexte ça s'est passé exactement, mais elle a dit à la gamine, parce que la gamine avait une attitude qui était... elle laissait poindre sans aucun scrupule qu'on pouvait coucher avec n'importe qui, que ça n'avait aucune importance, enfin, voilà quoi, c'est la réalité ça, d'accord? Évidemment, la gamine laissait filer ça, curieusement, alors que les oreilles de ma fille étaient tout près, quoi. Et donc Clémentine n'a pas pu s'empêcher de lui dire « Mais pas toi, pas toi !» Je me demande même si ça lui a pas échappé, si elle lui a pas dit « Tu feras pas comme ta mère !» Non, non, enfin, elle lui a laissé entendre qu'elle valait beaucoup mieux que ça.
Alors quoi faire quand on est enseignant et qu'on se trouve confronté à ça? Alors moi, évidemment, Clémentine m'avait raconté ça. Mais cette situation, elle existe très fréquemment chez les enseignants, quand il s'agit d'adolescents. On chope des choses comme ça, des morceaux de phrases qui interpellent. Ce qu'il faut savoir, moi ce que j'ai dit à Clémentine, je lui ai dit, cette nana, elle est très mal barrée, avec les références parentales qu'elle a, elle est très très mal barrée. Le jour où cette fille, elle va péter les plombs, où elle va être dans la merde, mais alors bien. Le fait que tu lui aies simplement dit ça et la gamine a très bien compris, la gamine avait très très bien compris que quand elle lui a dit ça, qu'elle l'interpellait quelque part au-delà de l'éducation qu'elle avait reçue, bien évidemment. Et en fait, moi ce que j'ai expliqué à Clémentine, c'est que le jour où cette nana va péter les plombs et va vraiment se retrouver dans une galère absolument terrifiante, eh bien le souvenir de la relation qu'elle avait avec Clémentine et cette phrase qu'elle lui a dit à ce moment-là sera peut-être le bras solide auquel cette gamine pourra se raccrocher. Voilà ce qui importe, d'avoir conscience. Alors quand j'ai vu hier soir Morano et puis Monsieur Dupont-Aignan, qui n'ont qu'un seul souci, c'est d'exploiter, de monter les parents contre les enseignants, ça me met dans un état de révolte que vous pouvez même pas imaginer, quoi. Vraiment, je trouve ça parfaitement irresponsable. Vraiment. Alors, je tiens quand même à préciser à Madame Morano que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault s'est donné comme objectif de mettre dans ses ministères prioritaires l'éducation nationale relativement aux moyens financiers, d'accord? Et jusqu'à preuve du contraire, ça fait bien des années et bien des décennies qu'un gouvernement a eu le courage, justement, de prendre l'éducation nationale comme étant un des ministères absolument prioritaires par rapport à tous les autres, avec celui de la justice notamment, et ça n'est pas un hasard. Hein. Alors, effectivement, l'éducation nationale est un moyen d'essayer de prévenir les problèmes que rencontre notre société aujourd'hui. Les problèmes que la société rencontre aujourd'hui, il faut y faire face. Et ça n'est certainement pas en braquant les parents contre les enseignants que vous parviendrez à faire quelque chose. S'il y a une chose qui me met vraiment en colère, c'est de voir des gens qui allument des incendies. Ça me met vraiment en colère. Bon, autre chose. Il a été dit hier que le corps enseignant était, paraît-il, extrêmement inquiet. Alors, j'ai eu l'occasion justement de retourner voir dans les vidéos que j'ai fait il y a quelques jours parce que justement j'avais eu le commentaire d'une institutrice de maternelle qui était elle pour le coup probablement véritablement inquiète, donc je lui ai répondu. Et j'ai répondu à tous ceux qui sont inquiets en général, qui sont enseignants. Alors, donc je réitère ce que je dis, quand je dis que les enseignants, quoi qu'ils en disent, se font appeler papa et maman de façon accidentelle par les enfants, on ne peut pas nier ça, c'est la vérité. Hein, d'accord ? Ça ne remet absolument pas en cause la place des parents. Moi, j'ai eu 3 filles, elles ont toujours eu d'excellentes relations avec les instituteurs. Je pense pas. Enfin, il est possible qu'elles les aient appelées papa, maman un jour. Ça n'a aucune importance. Je me suis jamais sentie remise en cause dans ma maternité pour autant. Je veux dire, c'est pas grave. Simplement, il faut savoir que quand un adulte pète les plombs, eh bien, justement, se remémorer qui dans sa vie lui a renvoyé une image positive. C'est précisément là que c'est extrêmement important, justement. Moi, quand j'ai pété les plombs, je sais qu'il y avait mon prof d'histoire de l'art qui avait toujours cru en moi, je sais qu'il y avait mon instituteur en primaire qui avait toujours cru en moi, et qui avait toujours été des gens extraordinaires, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de ne pas chercher à détruire ça. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais vous parler au sujet de la citation qui a été faite au sujet d'Elisabeth Badinter. J'ai un profond respect pour Elisabeth Badinter, mais il a été dit, alors je ne sais pas si ces propos ont été déformés, s'ils ont été sortis de leur contexte, mais je vais donc faire comme si malheureusement ça avait été effectivement dit parce que je n'ai pas vraiment le choix. Alors, elle aurait dit, Elisabeth Badinter aurait dit que c'était parfaitement déplacé de considérer les enfants comme des objets d'expérimentation.
Alors je tiens à rappeler quand même que quand on décide d'avoir des enfants et qu'on est parent, on est par définition autodidacte. Hein, et que les enfants, eh bien, ils essuient les plâtres. Hein. Alors il faut avoir l'honnêteté de le dire. Hein. Moi, quand j'ai décidé, quand nous avons, mon mari et moi à l'époque, décidé d'avoir des enfants, on a fait comme tout le monde. Hein. On était absolument ravis d'avoir des enfants. Hein. Bon, j'ai acheté le livre de Laurence Pernoud, évidemment, comme tout le monde, parce que je trouvais très intéressant pour moi d'avoir le regard d'un pédiatre pour compléter l'image que j'avais moi, parce que bon, c'est vrai que j'étais aussi un petit peu en opposition par rapport à ma maman, par rapport à des choses que j'avais vécues moi en tant qu'enfant, et donc je me suis dit bon ben voilà, je vais relever le défi quoi, comme le font tous les jeunes parents. Mais d'abord, un enfant n'est pas un objet et ne sera jamais un objet, mais qu'il soit, je mets au défi n'importe quel parent de dire oui, moi je sais ce que je fais et je suis sûr de mon coup. Bon, faut arrêter quoi, faut être honnête quand même. Hein. Je veux dire, quand on est parent, on est autodidacte, point, avec tout ce que ça comporte. Alors faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Bon, la deuxième énorme bourde qu'a dit Elisabeth Badinter quand même, c'est au sujet du jeu. Hein. Je cite, je trouve scandaleux que l'on impose à une petite fille de jouer avec des jeux de petits garçons et qu'on impose aux petits garçons de jouer avec des poupées. Alors, s'il est un domaine précisément où les parents n'ont pas à intervenir dans le sens directif, c'est bien le jeu. C'est bien le jeu. Un enfant, par définition, quand il joue, il se fait plaisir. Hein? Si jamais il joue pour faire plaisir, il joue pas, il fait une corvée. Faut voir les choses en face. Je veux dire, et puis il n'a absolument jamais été question d'imposer quoi que ce soit aux enfants. Moi, j'ai eu 3 filles. J'ai eu à cœur de leur offrir à chacune, elles ont eu chacune une poupée, non pas une poupée Barbie spécialement, mais une véritable poupée, avec des habits, avec le petit pot, la chaise, tout le matériel. Elles en avaient rien à faire. C'est pas de ma faute, vraiment, hein, je vous jure. Elles avaient aussi des voitures, elles avaient des jeux de construction, elles avaient beaucoup de jeux qui étaient susceptibles de leur faire construire des choses. Et puis elle jouait beaucoup avec les petits malins, des petits personnages en fourrure là, avec. Alors ça, elle jouait énormément avec ça. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé un petit peu dommage qu'elle joue pas plus à la poupée, mais bon, il se trouve que ça les intéressait pas. Clémentine, alors ma fille aînée Clémentine, oui, jouait beaucoup avec les poupées Barbie, elle. Alors d'ailleurs, sur ce point, j'ai une anecdote extrêmement intéressante. Elle voulait absolument que la Barbie ait une robe de mariée. Et puis le problème, c'est que je me suis dit, je vais pas lui inculquer quand même, satisfaire son désir comme ça. Je me suis dit, elle va m'obliger à acheter le Ken et machin, et truc. Et je me suis dit, on va rentrer. En fait, ce qui m'énervait surtout dans la poupée Barbie, c'était la silhouette. Évidemment, moi qui étais un petit peu ronde, j'étais un petit peu en pétard contre la Barbie, et je suis pas la seule d'ailleurs. Alors pour information, depuis quelques années, j'ai émis le souhait de modifier le standard des poupées Barbie. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, eh bien, ils attendent effectivement mes directives pour modifier réellement les standards de la poupée Barbie. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Aux États-Unis, là-bas, ils attendent après moi. Bon, ça c'est un détail. Alors pour en revenir à cette histoire de mariage, c'est là où vous allez voir où c'est extrêmement intéressant. C'est que Clémentine, donc, je lui, en rentrant de faire les courses quand même, je commence à tailler la bavette avec elle, hein, pendant le goûter. Je dis, écoute Clémentine, la robe de mariée avec la Barbie, ça m'emmerde un peu, quoi. Je dis, il va falloir acheter le Ken, il va falloir... Puis je dis à chaque fois, faut acheter un truc. Elle me regarde consternée, puis elle me dit, je vois pas pourquoi, hein. Elle me dit, moi... Elle a une robe de mariée, elle dit, elle se marie toute seule, elle n'a pas besoin de se marier avec quelqu'un. Hein. Voilà. C'est QFD. Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus à ça ? Les enfants sont beaucoup plus subtils et beaucoup plus intelligents que ce que les parents ont tendance à voir. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent de leur jouet. D'accord ? Ils en font ce qu'ils veulent. Et ça n'est pas les parents ni les instituteurs qui vont venir foutre... On propose, à ça pour proposer, on peut proposer. C'est ça d'ailleurs élever les enfants dans le domaine du jeu. Hein. On ne peut que proposer. Les livres d'enfants, c'est la même chose. Hein. Si vous lisez un livre d'enfant à un enfant et que l'histoire l'emmerde ou que vous la racontez mal, je veux dire, au bout de 2 minutes, il décroche. Hein.
il va vous vacciner vite fait, hein, je vous le dis, moi. Hein. Alors là, j'ai l'expérience là-dessus, je peux vous le dire. J'ai de l'expérience en tant que maman, parce qu'évidemment, il y avait une histoire tous les soirs, et j'ai de l'expérience en tant que bénévole au sein des écoles. Moi, ça m'arrivait, je lisais une histoire, pourtant je l'avais préparée et tout, j'y mettais du cœur, hein, pourtant. Mais il y en a certains, il y a des enfants qui décrochent au bout de 3 minutes. Bon, c'est comme ça, je veux dire. Alors, pour en revenir à cette histoire de livre, justement, là, et de corps enseignant, dans l'hypothèse où il y a certains enseignants qui sont effectivement inquiets, je tiens quand même à rappeler, tout simplement, que ces livres en question, ils ne sont que proposés aux enseignants. Si jamais il y a certains enseignants qui sont mal à l'aise avec ce livre-là ou avec d'autres livres, eh bien c'est très simple. Il suffit tout simplement de ne pas les prendre, puisqu'ils ne vous sont que proposés. On vous demande simplement de lutter contre les stéréotypes. Eh bien si vous avez une méthode même qui est vôtre, et qui n'est pas proposée, mais qui est vôtre, pour lutter contre les stéréotypes, il n'y a absolument aucun problème. Je veux dire, je vois absolument pas aujourd'hui un recteur d'académie chercher des noises à un instituteur parce qu'il a refusé d'utiliser tel livre. Enfin, en tout cas, pas pour ce genre de choses, je ne pense pas, non, vraiment. Hein. Donc pour moi, c'est une inquiétude qui n'est absolument pas justifiée. Oui, alors j'ai entendu aussi Monsieur Dupont-Aignan sortir une connerie monumentale, donc il faut quand même, parce qu'il n'y a aucune raison que je me prive, excusez-moi. Là encore, je vais essayer d'élever le débat. C'est difficile. En quoi est-ce mieux d'être élevé par des homos? Oui, Monsieur Dupont-Aignan a sorti cette énorme connerie hier soir. Qui a dit qu'il était mieux d'être élevé par des homos? Si ce n'est les gens qui sont contre le mariage pour tous. Moi, j'ai eu mes 3 filles avec un couple hétéro. Je suis hétéro. Ah, ça, plus hétéro que moi, vous n'avez pas. Hein. C'est pas la peine de chercher, ça n'existe pas. J'ai, moi, le plus profond respect pour la famille traditionnelle, dans le sens où elle est perçue par les gens. Je veux dire, j'ai 2 filles qui sont hétérosexuelles. Je veux dire, le jour où il y en a une qui va me dire, bon, Clémentine est amoureuse depuis plusieurs années, bon, malheureusement, ils sont séparés pour des raisons de travail, mais le jour où elle me dit, j'ai envie de me marier et puis d'avoir des enfants, moi, je suis super contente pour elle. Hein. Ce qui est hallucinant, en fait, c'est que cette histoire de mariage pour tous a la réputation d'être contre le schéma dit traditionnel. Mais moi, le schéma traditionnel, je n'ai absolument rien contre. J'ai le plus grand respect pour la famille traditionnelle. Simplement, quand il se trouve que quelqu'un est homosexuel et a envie de fonder un foyer, je ne vois aucune raison valable pour qu'on l'en empêche. C'est tout. Je veux dire, il est là le problème, en fait. C'est-à-dire qu'on crée un problème là où il n'y en a absolument pas. Il n'a jamais été question de porter atteinte au couple hétérosexuel. Jamais. Absolument jamais.